Deuxième incursion en 24 heures dans la bande de Gaza. Donc, il y en avait eu, on vous en avait parlé dès hier matin, une première, c'est la deuxième. Des chars, rappelez-vous, une colonne de chars. Ce matin, ce sont aussi des chars, mais aussi des avions en appui, des hélicoptères. Dans le nord de la bande de Gaza, voilà ce que dit Tsahal ce matin, l'armée israélienne. Les forces terrestres, accompagnées d'avions de combat et de drones, ont mené un autre raid ciblé dans le centre de la bande de Gaza, le centre de la bande de Gaza. Dans le cadre de cette activité, les avions et l'artillerie de Tsahal ont frappé des cibles terroristes dans toute la bande de Gaza. Tsahal a identifié et frappé de nombreuses cibles terroristes, notamment des sites de lancement de missiles anti-chars, des centres de commandement et de contrôle militaire, ainsi que des terroristes du Hamas. Les troupes ont quitté la zone à la fin de l'activité. Nous allons tout de suite, évidemment, sur place, retrouver Hélène Bonnet pour LCI, près de la bande de Gaza. Bonjour Hélène, merci d'être avec nous en direct. Que savez-vous de ce deuxième raid israélien en 24 heures ? Alors, ce que l'on apprend par l'armée israélienne, c'est qu'il s'agit de plusieurs raids ciblés qui ont eu lieu dans le nord de la bande de Gaza, mais pas seulement, dans le centre également, près du quartier de Sajaya. Des raids menés à la fois par l'infanterie, mais aussi avec des forces blindées, avec des forces du génie et l'appui de l'aviation israélienne et notamment des hélicoptères. Ce que nous confiait un spécialiste de la défense ces derniers jours, c'est que le rôle de ces hélicoptères, c'était en quelque sorte de créer une ceinture de feu pour prendre en étau les hommes du Hamas. L'objectif de ces opérations, de ces incursions terrestres, c'est bien d'identifier des cellules terroristes, des positions de tir anti-tank, les fameux tunnels également dans lesquels sont retranchés ces membres du Hamas pour pouvoir ensuite les neutraliser. Donc c'est à quoi se sert ce genre d'opération. Ce que l'on comprend en lisant la presse israélienne et en écoutant les propos rapportés d'un porte-parole, c'est qu'elles vont continuer dans les prochains jours. Pour l'instant, le Hamas n'a pas réagi et ce qu'explique l'armée israélienne, c'est que les hommes sont désormais sortis de cette bande de Gaza, qu'il n'y a pas eu de blessés. On entend ce matin tout de même l'aviation qui continue son travail, mais aussi l'artillerie qui continue de pilonner la bande de Gaza. Merci beaucoup Hélène Bonnet pour ces informations en direct d'Ashkelon, près de la bande de Gaza. Bon courage à vous bien sûr. Hélène, colonel, donc information d'Hélène, plusieurs en réalité cette nuit, après l'incursion de la veille, et ça va continuer. Ça veut dire que c'est une tactique, une stratégie, une méthode israélienne ? Oui, en fait, c'est une méthode qui me paraît normale. Vous savez, quand on voit le bloc humain que représente le Hamas, on ne sait pas très bien, on va dire 10 000 hommes, 15 000 hommes, 20 000 hommes, les chiffres sont incroyables, d'autant qu'ils sont préparés, ils sont enterrés, ils ont organisé le terrain, comme on dit. Donc, encore une fois, je pense que Gaza, ville, est inexpugnable en tant que telle. Une opération conventionnelle de face, ce que font les Russes ou les Ukrainiens sur le théâtre ukrainien, n'est pas concevable, si vous voulez, à Gaza, qui est une immense ville. On est loin de Bakhmout, au passage, hein, c'est une immense ville, vraiment, ce n'est qu'une ville. Premier point. Le deuxième point, on voit bien que les Israéliens vont mener des opérations, ils le mènent de façon assez fine. Pourquoi ? Ils font ce que l'on appelle les opérations de va-et-vient, des raids blindés, des opérations de va-et-vient pour détruire des objectifs qui seraient identifiés le long de la frontière. Donc c'est une technique qui est en fait une bonne technique qui va leur permettre d'économiser les effectifs, de détruire ce qu'ils ont identifié, pas plus que ça, puisqu'ils se retirent après. Donc ils vont détruire cet objectif identifié. Je pense dans un immeuble, il va y avoir une compagnie d'infanterie du Hamas, la moitié va disparaître, ils vont partir dans les tunnels, ils vont repartir, et en fait c'est un combat d'usure qu'ils vont mener, je pense, pendant de très nombreux mois. En fait, je ne pense pas qu'il n'y aura pas d'opération. J'allais vous poser la question, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça va se substituer à l'offensive terrestre ? Oui, je ne suis pas devin, donc c'est difficile à dire. Soit ils veulent se débarrasser du problème, à ce moment-là, ils vont hier, ils ont parlé ils l'ont dit, préparatifs. Oui, pour bien vous, sûr. c'est pas des préparatifs. Il va se passer des choses. Moi, je pense que je les vois pas en train de se lancer dans Gaza avec c'est une armée conventionnelle. Je les vois assez mal faire ça. Le risque est énorme. Ils l'ont déjà fait en 2014. Ça n'a pas réellement fonctionné. Donc, encore une fois, je pense qu'ils vont être prudents. Le deuxième point, c'est qu'il y a des problèmes d'effectifs. C'est pas une armée pléthorique. Ils sont sur 3 fronts. Le front libanais, le front Cisjordanie et le front de Gaza. C'est une armée de 700-800 000 hommes. Vous divisez par 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas énorme. Le seul problème qu'ils ont, c'est la
durée. C'est une armée qui n'a pas du tout l'habitude de travailler dans la durée. C'est pas une armée qui travaille sur plusieurs années. C'est des opérations Leur guerre courtes, était etc. relativement... C'est le problème des petits pays. C'est pas la Russie, quoi. Oui, puis c'est un petit pays, distance entre Gaza et la Cisjordanie, 82 km. Donc c'est un théâtre qui est tout petit. Donc ils peuvent pas... Il n'y a pas une opération qui peut durer pendant des jours et des jours. Encore une fois, je pense qu'ils vont jouer la séquence le plus longtemps possible pour économiser. Il y a aussi les otages à trouver. Pour épargner, ça c'est important, vous le disiez, ça permet d'épargner les militaires. Et d'ailleurs, Yann Bonnet le disait, ils sont tous ressortis et sans perte. Et après, ils prétendent avoir atteint leur cible. Donc c'est très intéressant ce que vous nous dites. Et vous, Pierre Aski, vous êtes sur la même ligne ou pas? Oui, tout à fait, parce que je pense que les Américains freinent énormément pour retarder, voire changer la stratégie de cette offensive terrestre qu'on annonce depuis maintenant 2 semaines, pour 2 raisons. La première, c'est le sort des otages. C'est que si l'offensive terrestre commence, le sort des otages est beaucoup plus difficile à négocier et à essayer d'obtenir des libérations. Et la deuxième chose, c'est que les Américains redoutent plus que tout un élargissement régional du conflit. On voit bien qu'il y a des clignotants qui s'allument de tous les côtés, que ce soit du côté libanais. Cette nuit, il y a eu des frappes en Syrie contre des groupes pro-iraniens qui avaient bombardé des positions américaines en Irak et en Syrie. Il y a des missiles qui ont été tirés par les Houthis du Yémen, qui ont été interceptés par les Américains. Donc les Américains sont très inquiets de cet embrasement régional possible, lié évidemment à chaque fois à l'Iran. Et les Iraniens n'arrêtent pas de dire, si en gros il y a un carnage à Gaza, nous ne pourrons pas rester les bras croisés. Et donc le fait de passer d'une offensive terrestre généralisée avec toute la part de risque, et là je suis d'accord, je connais bien Gaza, c'est un enchevêtrement de ruelles, de maisons, de gens, c'est la plus forte densité de population au monde, sur un territoire de 40 km. C'est incroyable. Et donc, passer de cette stratégie du rouleau compresseur qui a un coût humain pour les Gazaouis et un coût humain pour l'armée israélienne à des opérations ciblées tout en maintenant la pression par des bombardements aériens, ça a du sens, même sans être un devin militaire. C'est très intéressant ce que vous nous dites, parce qu'on ne l'avait pas encore formulé comme ça. Hier matin, après la première incursion, disait non, ce sont des préparatifs. Écoutez d'ailleurs ce que disait Benyamin Netanyahou à la veille de cette première incursion. Quand on l'écoutait, est-ce qu'on a le son? On l'a, formidable. On a le son du Premier ministre. Donc, mercredi soir, quand on l'écoutait, oui, l'offensive terrestre, elle était encore inévitable. Peut-être mal écoutée. On va le réentendre. Nous faisons tomber sur le Hamas des feux immenses afin de tuer leurs combattants. Et pendant ce temps-là, nous préparons une offensive terrestre. Quand le moment sera venu, nous ferons payer le prix maximal à ces monstres. Alors vous nous dites, la technique des incursions, elle va peut-être prendre la place ou se substituer à une offensive. Mercredi soir, c'était pas dans la tonalité de Netanyahou? De ce qu'on dit du côté de Tsahal, c'est que de toutes les manières, il y aura une offensive terrestre. Que ce n'est pas forcément le cas dès maintenant, mais que Benyamin Netanyahou a besoin d'envoyer un message à la population. Il faut savoir que la population israélienne, même celle que je connaissais qui était pourtant très à gauche, a un besoin de faire entendre leur voix après le massacre qu'il y a eu dans le Sud. Les mentalités ont changé après le 7 octobre. Il y a vraiment un avant et un après. Ce qui s'est passé dans le Sud avec des personnes qui étaient pour une solution à 2 États, mais qui veulent taper le Hamas assez fort. Et donc ça, c'est un sentiment de la population qui est assez fort. Et donc les incursions permettent d'envoyer aussi un message à la population du côté politique pour montrer qu'on fait quelque chose. Et c'est quelque chose d'assez important. Là, c'est une incursion qui a été faite avec appui aérien. C'était pas le cas hier. Donc il y a une volonté aussi de montrer qu'on essaie de préparer cette offensive terrestre. Mais peut-être que, vous savez, on dit toujours le diable est dans les détails. Pas d'invasion massive. Lorsque Benyamin Netanyahou dit il y aura une offensive, il ne dit pas une offensive massive. Ce que disait Emmanuel Macron en quittant l'Égypte avant-hier, c'est nous sommes contre une opération massive. Est-ce que, effectivement, cette technique d'incursion répétée peut préparer ce qu'ils appellent une invasion, mais elle ne sera pas massive. Ce que beaucoup redoutaient. En fait, pour
pour Netanyahou, il faut trouver un dosage. Il est clair qu'il est sous pression de la communauté internationale, y compris d'ailleurs des pays arabes. Le communiqué du Caire est intéressant, pour ne pas provoquer une déflagration globale. Et il est obligé de prendre ça en compte, parce que les Américains ne veulent pas de déflagration régionale. Et d'un autre côté, il faut qu'il montre à son opinion, qui est traumatisée, comme l'a dit Margot, qu'il y a une réaction suffisante, et il faut qu'il montre aux pays arabes aussi qu'on ne s'attaque pas impunément à Israël. Donc en fait, il a un chemin de crête là assez difficile. Et colonel, effectivement, ça exclut probablement une invasion massive. Colonel. Je pense qu'après le 7 octobre, il y a eu une telle émotion en Israël. Je pense que la technique du coup de piston était prévue. C'est quoi, pardon? Le coup de piston, c'est en fait d'avoir une entrée massive avec de l'infanterie et des blindés israéliens, et en fait un coup de piston. Le fait qu'ils aient demandé d'ailleurs aux Gazaouis de quitter la ville vers le sud, donc c'est en piston, en fait vous appuyez, et puis les gens partent par le sud simplement. Et l'objectif étant de vider la ville de Gaza et ne traiter que les affaires militaires. Le problème des opérations comme ça, là, sont très compliquées. C'est qu'en fait, c'est pas linéaire. C'est vrai qu'on a toujours besoin, on a toujours envie d'expliquer les choses de façon un peu linéaire. On voit bien que les paramètres à faire rentrer dans la réflexion et dans la décision sont extrêmement compliqués. Vous avez les problèmes des otages, vous avez les relations internationales, vous avez les pressions à partir du Liban, vous avez tout un environnement extrêmement complexe, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les stratèges israéliens sont obligés de prendre en compte tout ça et vont moduler tout ça pour en fait avoir le meilleur avantage quelque part et avoir le minimum d'inconvénients. En fait, c'est extrêmement compliqué. C'est toujours comme ça, les batailles, de toute façon. Et puis, ils ont aussi entendu Biden qui disait « n'agissez pas comme nous exactement. Sur le coup de la rage ». Il y a des paramètres. Et tout ça infuse peut-être maintenant, après l'émotion immense, évidemment, qui a succédé au 7 octobre. Oui, je pense que l'attitude des Américains est une des clés majeures de cette affaire, parce que c'est le seul pays qui a de l'influence sur Israël, c'est incontestable, qui transfère aujourd'hui des armes et des munitions dont Israël a besoin, qui a déployé une armada quand même colossale dans la région. Il y a 2 porte-avions en Méditerranée orientale, des bombardiers en Jordanie, des troupes commando qui peuvent intervenir n'importe où. On les voit frapper, et ça c'est quand même nouveau, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, que ce soit l'interception des missiles du Yémen, ce sont les Américains qui les ont interceptés la semaine dernière, et là, les frappes en Syrie. On en parle tout à l'heure. Alors qu'il y a eu 29 blessés américains quand même, donc c'est pas rien. La pression monte. Donc il n'y a que les Américains qui peuvent. Les Israéliens ne peuvent pas ignorer les Américains. Ils peuvent ignorer les Européens, et ils le font allègrement. C'est plus clair parce que ils ne peuvent pas ignorer les Américains. Ça, c'est intéressant. En même temps, le discours des Américains est un peu ambivalent, dans le sens où, d'un côté, on laisse le droit à Israël de riposter comme il le souhaite, et en même temps, de faire attention. Ce qui est important de savoir dans ces incursions, c'est que, et par rapport à l'offensive terrestre, et ce que me disent des membres de Tsahal, c'est que les brigades qui sont aptes à opérer dans les tunnels, elles ne sont pas, il n'y en a pas 10 000. Ce sont des brigades d'élite qui ont souvent travaillé à Gaza avant 2005 et qui sont formées justement à ces tunnels-là. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. Et il faut savoir que les soldats actifs sont déjà très jeunes. Ils, pour la plupart, n'ont pas connu Gaza. Et donc, il faut travailler avec ces brigades, ne pas sacrifier trop d'hommes. Donc, on fait en sorte d'avoir ces petites incursions. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on dit qu'ils sont rentrés donc, au milieu de la bande de Gaza, dans le centre. Dans le centre, il y avait 2 checkpoints avant, le checkpoint de Karni, le checkpoint de Nahal Oz, qui ont été fermés en 2010 et 2011, qui ont pu être utilisés également par l'armée israélienne pour rentrer dans le centre et ne pas utiliser directement le nord. Ils sont passés et au nord et au centre, oui, et dans le communiqué, ce qui est dit également, c'est que les terroristes qui ont été tués, ce sont des membres du Hamas qui sont sortis des tunnels et qui ont été frappés. Donc, exactement. Ils n'ont pas été tués à l'intérieur des tunnels. Il y aurait eu des affrontements directs. Et c'est le Times of Israel, entre autres, qui effectivement précise que plusieurs membres du Hamas ont été frappés par les forces, selon Tsahal. On voit bien que, en tout cas, l'armée israélienne veut montrer qu'elle agit. Elle n'agit pas à l'aveugle par une offensive massive, mais elle agit. 2 incursions qui en précèdent d'autres. Et par ailleurs, elle élimine des membres du Hamas. Et hier, de ce point de vue-là, d'une certaine façon, Tsahal a exposé son tableau de chasse, avec, par exemple, la revendication d'avoir assassiné un des cerveaux de l'attaque du 7 octobre, Shadi Baroud.
chef adjoint à la direction des renseignements du Hamas, ancien commandant de bataillon dans la région de Khan Younes, chargé de la préparation avec Yehia Sinwar de l'attaque du 7 octobre. Donc c'est un gros morceau, c'est un gros poisson qu'Israël dit avoir tué. Alors d'abord, comment ils sont sûrs de l'avoir tué dans le contexte? D'abord, c'est le Shin Bet. Parce qu'ils disent que ce sont des bombardements. Comment ils peuvent savoir qu'ils ont atteint un tel ou un tel? C'est Shin Bet, vous savez, le Tsahal n'est que l'outil qui va utiliser les engins ou l'artillerie ou les hélicoptères ou de l'aviation. Tsahal, c'est l'outil. Par contre, le renseignement, c'est le Shin Bet qui est implanté totalement dans le dispositif. Ils suivent ça. Il y a des moyens de communication, des écoutes téléphoniques, le renseignement humain, etc. Donc, on a dit que tout ça avait été mis en échec et permis justement l'attaque du 7 octobre. Probablement, avant le 7 octobre, ils étaient catastrophiques parce qu'ils n'avaient mis que des capteurs. Là, ils sont sur un mode recherche. Ça veut dire que les forces spéciales, le Shin Bet, pour faire court, sont installées. Vous pensez qu'ils sont rentrés dans cette pétaudière? Bien évidemment. Vous savez, il y a un film qu'il faut voir, c'est Fauda, qui est archi connu. Et bon, je ne vais pas faire la publicité de... Non, mais bref. Ça a déjà été cité, vous pouvez y aller. C'est une technique extrêmement simple. Et les Israéliens sont bons dans ce domaine-là. Les gars parlent arabe, ils vont à la mosquée, enfin, je veux dire, et puis ils sont implantés dedans, ils suivent les opérations. Aujourd'hui, si vous voulez, une opération aussi lourde, telle qu'elle est organisée par Tsahal et par l'armée israélienne, elle ne peut pas se faire sans renseignement. Vous êtes affirmatif. Depuis le 7 octobre, il y a des membres du renseignement du Shin Bet qui sont entrés dans la bande de Gaza et qui permettent d'identifier les cibles et de dire avec certitude... c'est évident. Non, mais ils étaient là depuis longtemps, mais ils n'ont rien repéré. Donc on se demandait s'ils n'étaient pas mis en échec. Parce qu'ils étaient sur un mode, je dirais, au repos, entre guillemets, avant le 7. Là, je pense que tout le système est actif. Ils sont éveillés, là. Pierre. Moi, je pense qu'il faut être prudent sur les annonces d'élimination de dirigeants. On a cette expérience. Combien de fois la France a annoncé qu'elle avait décapité les groupes djihadistes dans le Sahel, on avait tué un gros bonnet, etc. Et ça ne changeait rien parce que vous avez toujours un remplaçant derrière. Vous avez des... Donc je pense que ça fait partie des annonces dont la population israélienne a besoin pour montrer qu'on a sa revanche, qu'on a sa vengeance d'une certaine manière. Je ne suis pas sûr que l'impact opérationnel et l'impact sur l'existence même du Hamas est si importante que ça. Même si parce qu'on dit que c'est le deuxième cerveau de l'attaque. Regardez, ça c'est la frappe, ce sont les images que Tzal a envoyées. Dire voilà, c'est la frappe, c'est le bombardement qui a tué Shadi Baroud, qui est donc un des concepteurs. Oui. Et vous pensez que à ce niveau-là, sur les 30 dernières années, le nombre de dirigeants du Hamas qui ont été tués, ciblés personnellement, l'artificier, le chef politique, etc. Et vous avez des générations derrière qui prennent le relais. C'est un peu la logique de ces mouvements et on le voit sur tous les fronts. C'est pas propre au Hamas. D'ailleurs, il y a d'autres, on va les montrer, Jean de Lignassi. Donc hier, toujours revendiqué par Tsahal, il y en a 4 autres, en plus de Shadi Baroud. Bon, voilà, ce sont des commandants. On a leur tête, on a leur nom. Israël dit ils sont morts. C'est quand même la tradition israélienne. Après les attentats de Munich, le Shin Bet est allé chercher partout dans le monde les concepteurs et les exécutants de l'assassinat de l'équipe athlétique israélienne. Donc en fait, pour l'opinion israélienne, c'est logique, en espérant que le Shin Bet ne se trompe pas. Alors, je dirais que dans un champ de ruines, paradoxalement, c'est plus facile d'introduire... C'est pas le même terrain. Vous dites c'est plus facile. C'est pas tout à fait le même terrain. Des espions, oui, parce que quand vous avez une ville structurée, vous avez des quartiers, des chefs de quartier, des surveillants, etc. Tandis que quand la structuration sociale a explosé du fait des bombardements, vous voyez un type qui se promène, qui parle arabe, qui va à la mosquée, vous savez pas d'où il vient, mais comme tout est bouleversé, donc ils ont probablement dû introduire du renseignement. Mais vous dites, comme Pierre, que en réalité, ça ne nuit en rien à la toxicité du groupe Hamas, parce qu'on en tue 3, il y en a 4 qui prennent la place. Mais on le sait, mais les militants du Hamas ne sont pas seulement à Gaza, ils sont aussi en Cisjordanie, ils sont également au Liban, dans le sud Liban, ils sont également au Qatar avec le bureau politique. Donc à partir du moment où l'ambition c'est d'éliminer le Hamas, on sait bien que cette ambition-là ne pourra pas concrètement être opérée, dans le sens où on pourra peut-être éliminer du côté d'Israël la branche armée qui est existante dans la bande de Gaza, mais tout l'environnement du Hamas ne pourra pas être éliminé. Le meilleur exemple
des mauvaises herbes qui repoussent, c'est tout de même Qassem Soleimani, qui était le chef de la branche armée des gardiens de la Révolution, qui a été tué par un drone américain à Bagdad, et on voit bien qu'il a été remplacé et que tout roule. Oui, c'est là, depuis le début, ils en ont quand même éliminé beaucoup, et leur ambition, c'est d'essayer d'en tuer un maximum. Pour cette opération, c'est potentiellement efficace, si encore ça s'avère vrai. Mais pour cette opération, c'est potentiellement efficace. Pourquoi si ça s'avère vrai ? Parce que nous, on n'a pas de preuves. Parce que vous dites c'est la source israélienne. C'est la source israélienne. Tant que ça n'a pas été revendiqué des deux côtés, c'est compliqué. Nous, en tant que journalistes, normalement, on se fie. Donc c'est pour ça qu'on source à chaque fois que c'est justement l'armée israélienne qui donne ces cibles-là. Est-ce que vous pensez que les Israéliens sont assez francs du collier pour dire qu'ils ont tué telle ou telle cible dans cette opération-là? Après, parfois, il y a des erreurs de renseignement. On l'a vu par le passé. Ce ne sont pas des tromperies. Non. Quand vous dites est-ce que c'est vrai, c'est parce qu'ils peuvent se tromper sur l'identification. C'est pour ça que je demandais comment ils savent. C'est aussi sur l'importance des personnages. C'est-à-dire qu'on va vous dire que c'est le commandant suprême qui a planifié l'opération, alors que c'est peut-être un second couteau qui n'a pas cette importance-là. Donc on voit très bien que aussi bien le gouvernement que l'armée aujourd'hui a besoin de redorer son blason et d'afficher des succès. Donc il est possible aussi de surévaluer l'importance des éliminations de personnages qui ne le sont peut-être pas autant. Vous avez raison, mais Israël continue donc son opération de revendication de résultats, peut-être pour nourrir les attentes de son opinion publique. Hier, elle a aussi publié un arsenal. Ce sera un certain nombre d'armes qui ont été récupérées sur les sites attaqués par le Hamas le 7 octobre. Et donc, Tsahal a montré à un certain nombre de journalistes toutes ces armes. Et avec cette précision, 5 à 10% des armes ici ont été fabriquées en Iran, a dit un responsable de l'armée israélienne, qu'on ne cite pas d'ailleurs. 5 à 10% des armes ici ont été fabriquées en Iran. 10 sont nord-coréennes. Et toutes les autres, donc 80%, ont été fabriquées sur site, si je puis dire, à Gaza. Voilà pour la force de frappe du Hamas récupérée par les Israéliens. Dans un instant,